Bonsoir tout le monde. On va commencer doucement. Je vais demander à ceux qui sont, aux intervenants d'ailleurs, peut-être de venir ici dans une tribune improvisée et participative, décider tous ensemble. On va laisser quelques secondes pour que les habitués des couloirs s'installent. On est désolé pour le léger retard, mais l'association Effet de serre toi-même, dont je suis le responsable légal, enfin un des responsables légaux, pardon, a pour habitude de projeter en direct live sur Facebook la réunion. Et nous avons là actuellement une difficulté technique, comme souvent d'ailleurs, en termes de qualité de réseau. Mais nous espérons régler la situation. Sur ce, je voudrais vous remercier d'avoir affronté donc cette chaleur caniculaire qui frappe la Normandie, mais qui frappe l'ensemble du pays et l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, et qui finalement vient illustrer, malheureusement je dirais, voire dramatiquement pour les personnes qui sont en souffrance vis-à-vis du réchauffement climatique et de ses effets quotidiens à travers ces chaleurs difficilement acceptables à vivre en milieu urbain. On lutte beaucoup sur ces sujets-là, mais on voit bien qu'on est encore un peu en retard. Je voudrais vous remercier donc d'avoir fait l'effort de venir. C'est un vrai soutien pour nous, pour l'association. Je voudrais évidemment remercier l'ensemble des parlementaires qui ont pris de leur temps précieux, dont on sait qu'à chaque niveau, du Sénat à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, leurs heures ne sont pas comptées. Travail d'élaboration de dossiers, travail de liaison aux habitants. Et comme à notre habitude, nous aimons rendre hommage aux citoyens qui prennent la responsabilité de ces mandats, car ce sont des mandats difficiles, ce sont des mandats complexes. Et de venir ici nous parler d'un sujet fondamental, qui est celui des politiques européennes en direction des associations de défense des droits humains et de la protection de la nature et du climat. C'est monsieur Thomas Pellerin-Carlin qui nous a alertés en disant on a des problèmes au Parlement, il y a des menaces sur le financement de ces associations, il faut agir. Nous avons bien volontiers accepté cette collaboration et comme nous sommes une association qui travaillons de façon pluraliste, nous avons invité d'autres députés, parlementaires, parce qu'il y a aussi un sénateur, d'autres formations politiques à venir nous rejoindre. Donc un grand merci, ils se présenteront, ils auront des temps de parole. L'organisation est celle-ci, ils auront à peu près entre 8 et 10 minutes d'intervention chacun, puis vous pourrez poser des questions pendant 5 minutes à chacun d'entre eux. Et puis à la fin, on aura un temps d'échange plus large, d'accord, où vous pourrez intervenir, parler de sujets qui vous intéressent et on essaiera de faire réagir de façon proportionnée les uns et les autres. Vous n'échapperez pas au diagnostic scientifique. Je rappelle, car en ce moment, nous sommes, et je tiens à remercier l'ensemble des militants et des adhérents d'Effet de serre toi-même et de France Nature Environnement Normandie qui sont présents aujourd'hui pour leur travail au quotidien. Et je peux vous dire qu'en ce moment, au quotidien, sur les réseaux sociaux, nous affrontons une grande vague de chaleur à l'extérieur, mais sur les réseaux sociaux, d'une grande vague qui dit « Ah oui, mais c'est pas grave, il fait beau, c'est bien ». Non, nous sommes face à des phénomènes exceptionnels et qui posent des problèmes par leur répétition. Et vous le voyez ici sur cette diapo, vous avez là l'indice régional calculé des écarts aux températures minimales et maximales pour 10 stations de la région. Et vous voyez bien que les écarts
sont en train de devenir de plus en plus importants et de plus en plus récurrents vers une augmentation des températures. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à un phénomène qu'on doit analyser de façon isolée. On est face à un phénomène qui est statistique. Et d'ailleurs, qui n'est pas issu de notre observation, mais celle des scientifiques. Et ce sont les scientifiques qui, regroupés au sein du groupement le GIEC, excusez-moi, je suis un peu fatigué, qui le dit. On répète que c'est une vérité scientifique. C'est un pluralisme scientifique fait d'à peu près un bon millier d'universitaires qui travaillent sur ce sujet, qui établissent les rapports du GIEC et qui nous alertent. Sur l'ensemble, excusez-moi, décidément, on a, vous allez le voir à l'envers, hein, mais c'est pas grave. Ça doit être un des effets de la chaleur ou de l'ordinateur, je ne sais pas, ou de la mauvaise utilisation par l'orateur. C'est possible aussi. Nous alertons sur un autre sujet sur lequel les scientifiques nous ont vraiment demandé de travailler, c'est ce qu'on appelle les points de bascule pour le climat. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va avoir un certain nombre de points qui sont représentés sur cette carte, qui sont des points de non-retour. Si on passe ces caps-là, le climat ne sera plus jamais le même. Il y en a un qu'on prend systématiquement parce qu'on était en colloque à l'école normale supérieure à Paris. C'est l'arrêt de la circulation méridienne du retournement de l'Atlantique, ce qu'on appelle l'AMOC, ici, qui est un courant sous-marin qui, s'il venait à s'éteindre, provoquerait des changements excessivement profonds, mais surtout irréversibles. Et vous voyez que ces points de bascule à l'échelle de la planète, ils sont dans de nombreux lieux. Ce qui veut dire que tout effort que l'humanité va porter pour réduire l'impact du réchauffement climatique va permettre d'éviter ces points de basculement irrémédiables. Nous alertons aussi face à l'argumentaire qui consiste à dire « oui, mais le réchauffement climatique, maintenant c'est fini, c'est parti, on ne peut plus rien faire, tant pis, c'est trop tard, etc. » Non, car là aussi, les scientifiques montrent qu'en fonction du degré d'élévation au XXIe siècle du réchauffement planétaire, les impacts sont de plus en plus importants. Les impacts ne sont pas les mêmes si on est à 1,7 degré ou si on est à 2 degrés ou à 2,5 ou à 3 ou à 4 ou à 4,5. Donc tous les efforts, des plus minimes aux plus importants, sont fondamentaux pour les générations futures pour limiter, on dit atténuer le réchauffement climatique. Donc cet argumentaire, nous le battons aussi en brèche. Un autre argumentaire que nous battons en brèche, qui relève de l'obscurantisme là aussi, c'est celui qui consiste à dire oui, mais la France fait déjà beaucoup d'efforts, le problème, ce sont les Chinois, etc., etc. C'est faux. Si on tient compte des émissions globales importées et des émissions du CO2, c'est-à-dire de nos importations, de ce qu'on consomme, eh bien nous nous situons au même niveau que la Chine. Ce qui veut dire que nous avons, nous aussi, encore des efforts à faire et qu'on ne peut pas rejeter l'ensemble de la responsabilité climatique sur des pays comme la Chine, etc. Alors, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, effectivement, là-dessus, on n'a rien à dire. On sait que ce sont des gros émetteurs et d'ailleurs, qui ont tendance à ne pas vouloir rentrer dans les accords internationaux. Un petit mot sur le fait que les Français n'en ont rien à faire ou que ça ne les intéresse pas, le réchauffement climatique. Ici, vous avez des données qui sont sorties d'un sondage qui a été commandé à l'automne 2025 par le réseau Action Climat, avec qui nous travaillons aussi en plus de France Nature Environnement Normandie. Eh bien, nous voyons ici que 93% des Français constatent l'augmentation des événements climatiques et vous avez ici la répartition par couleur, par tendance politique. Et on voit finalement, alors certes,
que la distribution sur les courants dits de droite traditionnels et d'extrême droite sont inférieurs, mais ils restent tout de même significatifs. Et c'est la même chose sur la nécessité d'accentuer la planification écologique. On voit tout de même que même dans les électorats de droite et d'extrême droite, alors, eh bien, la préoccupation, elle existe, elle est quasiment majoritaire. Donc ça veut dire que le travail, il doit continuer à être mené, parce que la force de conviction vis-à-vis de l'ensemble des populations est absolument nécessaire pour que politiquement, il y ait des changements. Je voudrais dire un petit mot sur la question de la démocratie locale et participative, en disant que c'est aujourd'hui un socle commun des politiques climat, et qu'au vu des crises politiques et obscurantistes que nous traversons sur les attaques sur les scientifiques et les attaques sur l'ADEME, etc., il y a une nécessité à être très vigilant sur cette question. Et je passe donc maintenant la parole pour à peu près une petite dizaine de minutes à notre référent, monsieur Thomas Pellerin-Carlin, eurodéputé normand, à qui je vais maintenant laisser la parole. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là et d'avoir bravé la chaleur. On vit un moment historique. Première fois dans l'histoire de France qu'on a autant de départements en vigilance orange canicule au mois de mai. Et effectivement, comme c'était dit juste avant, c'est pas quelque chose qui est surprenant. C'est quelque chose qui était pas simplement prévisible, mais qui était prévu. Un des éléments, j'ai commencé ma journée ce matin en discutant avec le nouveau préfet du Calvados. Donc Thomas Pellerin-Carlin, je suis de Caen. Et de formation, je suis chercheur et j'ai notamment beaucoup travaillé sur les questions climatiques et énergétiques, notamment avec Christophe Cassou. Si vous suivez un peu les sciences du climat, c'est un nom qui vous parle. Et je commençais à parler de ça avec le préfet du Calvados ce matin, autour d'un café. Et à un moment, il me disait, mais en fait, ça fait combien de temps qu'on sait? Et je fais, bah écoutez, voilà, alors ça dépend comment on définit savoir, mais en tout cas, d'un point de vue théorique, c'est Joseph Fourier, qui est un chimiste français. Joseph Fourier, pour le remettre dans l'histoire de France, c'est un des scientifiques qui a accompagné Napoléon Bonaparte en Égypte. Ça fait un sacré temps qu'on connaît. Les ordres de grandeur, c'est depuis 1892. Donc la reine Victoria, c'était avant Downton Abbey, hein, quand même, pour fixer ça dans la culture populaire. Et le moment où clairement, c'est pas simplement qu'on sait, c'est qu'il y a des études et puis les politiques en parlent, c'est en gros les années 50, 60, 70. Au plus tard, si vous voulez vraiment défendre l'inaction climatique, vous pouvez la défendre jusqu'en 1979 avec le rapport Tcherny. Donc c'était 10 ans avant que je naisse qu'on avait déjà toutes les informations pour agir. Déjà, je voudrais remercier les associations de nous avoir aidés à organiser cet échange et les élus aussi d'être là pour qu'il y ait une pluralité de points de vue. Comme je vous le disais, moi, de formation, je suis chercheur et en fait, dès mon travail de recherche, j'ai compris l'importance de la société civile et notamment des ONG, des associations. Un de mes premiers travaux de recherche sur l'énergie, c'était la lutte contre la précarité énergétique. C'est-à-dire, pour le dire dans des termes non scientifiques, les gens qui n'arrivent pas à chauffer en hiver. Et qui d'ailleurs, dans ces moments-là, j'ai aussi une pensée pour eux, parce que généralement, quand on vit dans une maison qui est tellement mal isolée qu'on n'arrive pas à chauffer en hiver, on crève de chaud aussi l'été, notamment dans les quartiers populaires, comme il y en a à Rouen, mais comme il y en a aussi chez nous à Caen, puisque j'ai grandi dans la Pirezée, donc, qui est un des quartiers les plus compliqués de Caen. Et en fait, si j'ai pu faire mon travail de recherche et de terrain et accéder du coup à ces publics qui étaient en précarité énergétique, c'était grâce à la Croix-Rouge. C'est parce que la Croix-Rouge fait ce travail-là, qui est un travail de fourmi, et qu'ils ont accepté de m'embarquer. Ils m'ont présenté comme étant un stagiaire pour que je puisse voir concrètement ça. Et ce rôle important des ONG, je l'ai vu pendant ma décennie de carrière de chercheur, et je la vois comme étant encore plus importante aujourd'hui depuis 2 ans, depuis que je suis passé du côté politique. Moi, la première élection à laquelle je me suis présenté, c'était les élections européennes il y a 2 ans, et donc j'ai pas mal aussi découvert la politique par ce biais-là. Et depuis 2 ans, je siège dans le groupe des sociodémocrates européens, où je travaille sur ces questions d'énergie, de climat, d'industrie. Et en ce moment, je suis notamment le chef de file des sociodémocrates sur toute la question de l'avenir de la voiture électrique notamment. Et donc je vois la puissance du lobby du diesel allemand, la puissance de Mercedes,
Et il y a encore 2 semaines, le chef de la droite européenne, de la droite allemande, Manfred Weber, faisait une conférence de presse devant le PDG de Mercedes et en disant, Manfred Weber, droite allemande, en disant qu'ils sont là pour écouter l'industrie afin que l'industrie automobile, donc en l'occurrence Mercedes, donne aux élus politiques des conseils et une direction. Et là, j'étais là, je pense qu'on n'a pas la même vision de la démocratie. Enfin, moi, je veux dire, les gens qui me dirigent, c'est mes électeurs. Voilà, c'est pas tel ou tel lobby. Et donc, du coup, face à ça, le rôle des ONG, notamment de protection de l'environnement, est essentiel. Des ONG comme France Nature Environnement, le WWF, Transport et Environnement, ou même aussi l'UFC Que Choisir, qui même s'il ne représente pas spécifiquement les intérêts de l'environnement, défend les intérêts des consommateurs, c'est essentiel pour que des élus puissent, effectivement je suis d'accord, vive l'UFC Que Choisir, pour qu'on puisse avoir un maximum d'informations pour prendre les bonnes décisions dans le sens de l'intérêt général. Et donc ça aujourd'hui c'est menacé. Il y a à peu près 1 an, on a eu un vote en commission environnement du Parlement européen, où je siège et Mafouro siège aussi. Et ce vote-là, il était pour sauvegarder un programme européen hyper important qui s'appelle le programme LIFE. Ce programme-là, c'est un fonds européen qui sert à financer de la protection de la nature, de la préservation de la biodiversité. Ce fonds européen, le programme LIFE, il a été créé par Jacques Delors en 1992, justement avant d'aller au sommet de Rio, qui était une des premières grandes conférences internationales sur la protection de l'environnement. Jacques Delors, il n'y est pas allé les mains vides, il y allait notamment avec ce nouveau fonds européen. Ce fonds européen, il est menacé par une alliance droite-extrême droite. Et cette alliance entre la droite et l'extrême droite, elle a émergé au Parlement européen en septembre 2024, donc peu après les élections. Et c'est nouveau. Parce qu'entre 1945 et 2024, il y avait quand même un consensus pour dire que l'extrême droite, c'était mal. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens à droite qui considèrent normal et habituel de collaborer avec l'extrême droite. Ce combat-là, pour préserver le programme LIFE, on l'a mené jusqu'au bout. Et au moment du vote, moi, j'étais vraiment pas sûr de comment le vote allait se passer, parce que mathématiquement, la droite et l'extrême droite, ils ont une majorité ensemble. Mais on a réussi à convaincre 5 députés européens de droite, soit de voter avec nous, soit de s'abstenir. Et du coup, on a gagné le vote à 1 voix près. 41 voix contre 40. Et parce que j'étais encore naïf à l'époque, je me suis dit, c'est bon, ça va, ils vont arrêter. Voilà. Que nenni! Ils ont déterré une procédure du Parlement européen que personne ne savait que ça existait, parce que c'était vraiment écrit dans les notes de bas de page, qui s'appelle du coup un groupe de travail spécial, un Scrutiny Working Group. Et du coup, ils ont dit, bon, il y a des gens de droite qui ont encore un cerveau et qui défendent encore l'environnement, c'est problématique. Et donc du coup, on va faire un groupe de travail où il y aura juste 13 personnes, et on mettra 8 personnes de la droite et de l'extrême droite. Alors du coup, ce groupe de travail-là, il existe depuis plus de 6 mois. Moi, j'ai été nommé chef de file des sociodémocrates européens dans ce cadre-là, et on a regardé. Et on a regardé déjà le fait qu'on n'avait pas le droit d'amender un texte. Donc on pouvait juste écouter des trucs, et qu'on n'avait pas la majorité parce qu'ils ont créé une super majorité artificielle, et surtout on a regardé qui ils ont mis dans ce groupe de travail. Donc je passe sur les 5 personnes de droite, sur les 3 personnes d'extrême droite, qui a-t-on? On a déjà un député européen de Giorgia Meloni, Premier ministre d'extrême droite en Italie. Ce député-là, Carlo Fidanza, il a été condamné en 2023 par la justice italienne pour corruption. Donc déjà, ça démarre bien. Et lui, son projet dans la vie, c'est évidemment de s'attaquer aux ONG qui défendent l'environnement, mais aussi à celles qui défendent les droits des migrants et aussi à celles qui défendent les droits des femmes. Puisqu'en Italie, aujourd'hui, vous avez des pseudo-associations qui vont dans les lieux où l'avortement se pratique pour montrer, je ne veux pas être trop graphique, mais en tout cas pour traumatiser fondamentalement des jeunes filles qui veulent juste pouvoir accéder à leur droit à une interruption volontaire de grossesse dans les conditions les plus respectueuses de la décence humaine. Autre personnage qu'on a là-dedans, c'est un député européen de l'extrême droite hongroise, du parti de Viktor Orban, qui notamment a rendu illégale la marche des fiertés, la Gay Pride, à Budapest. Donc là aussi, vous voyez que derrière leur attaque contre l'environnement, ils ne vont pas s'arrêter là. C'est un projet d'extrême droite qui vise à s'attaquer à l'intégralité
des droits, que ce soit la protection de l'environnement, protection des personnes exilées, protection des droits des femmes, des personnes LGBTQIA+, et j'en passe, et des meilleurs. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce qu'il y a quand même un Français là-dedans, Julien Sanchez, du Rassemblement national. Julien Sanchez, qui, lorsqu'il était maire de Beaucaire, dans le sud-est de la France, a imposé le porc à la cantine scolaire, sans menu substitution. Et il faut quand même avoir un niveau de cruauté en soi pour imposer ça à des enfants. Enfin, voilà. Donc ça, c'est les gens qui sont dans ce groupe de travail. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, sociodémocrates, on a dit déjà, on va parler avec nos alliés. Nos alliés sur ce sujet-là, ça va de la gauche radicale, représentée par Emma ici, et c'est un de ses collègues suédois qui fait un très très bon travail au Parlement européen sur ces sujets-là. Nous, sociodémocrates, donc à la fois Place Publique, comme moi, côté français, mais aussi nos camarades du Parti socialiste, et les Verts. Et même s'ils ne sont pas pu venir ce soir, on a aussi les centristes là-dessus, avec notamment un centriste roumain qui mène une vraie action de combat pour la protection, notamment des parcs naturels en Roumanie. Donc ce groupe de travail, on a dit qu'on n'allait pas y participer, on a expliqué pourquoi. Et depuis 6 mois, on mène ce combat pour convaincre et gagner cette bataille-là. Et on a besoin de vous. On a besoin des associations, parce qu'en fait, la victoire qu'on a pu remporter à une voix près, eh ben, on peut à nouveau la remporter. Et donc, du coup, il faut qu'on continue à se mobiliser, parce que même quand l'extrême droite est forte, même quand il y a un vent mauvais qui souffle sur la France et sur l'Europe, on est capable de gagner. On est capable de gagner, évidemment, au Parlement européen, comme on a pu le faire pour sauver le programme LIFE, mais on est aussi capable de gagner lors des élections. Et on l'a vu notamment en Hongrie, où les Hongrois ont quand même réussi à chasser Viktor Orban après 16 ans de pouvoir autoritaire. Donc j'en termine là, mais pour dire que voilà, se mobiliser, agir, même parfois qu'on n'a pas le moral, même parfois qu'on est fatigué, c'est absolument essentiel parce que la victoire est possible. Merci. Alors, notre invité, non pas surprise, parce que on savait tout de même qu'il allait arriver, et il nous fait le grand plaisir d'être là. Jean-François Julien, directeur général de France Nature Environnement, qui n'arrive pas en retard pour une fois à cause du train Rouen-Paris qui a des difficultés, mais uniquement parce qu'il était pris en réunion précédemment. Je vais donc maintenant laisser la parole. Ah oui, on avait dit, alors je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais ça le fait 2 fois. Nous avions dit à peu près 5 minutes de questions, comme vous les souhaitez, Monsieur Thomas Pellerin-Carlin, pardon, excusez-moi, je me perds dans les noms, pour à peu près 5 minutes. Après, on laissera la parole à Florence Hérouin-Léaudé, députée de Rouen. Est-ce qu'il y a des volontaires pour ouvrir le bal? On sait que l'ouverture du bal est toujours beaucoup plus complexe que la fermeture. Eh bien, ça se confirme. Oui, allez-y. Si vous voulez vous présenter, c'est toujours plus sympa de savoir d'où vous parlez. Mais après, vous n'êtes pas obligé. Lucie Montmartel, je suis adhérente FNE. En fait, donc vous parliez du programme LIFE européen de financement, mais donc qu'est-ce qui s'est substitué à ce programme de financement des associations? Et en France, on a un vrai problème de financement des associations qui met en cause des difficultés de fonctionnement, voire d'existence, mais aussi d'indépendance, qui me semble très important, qui oblige un certain nombre d'associations à faire des compromis, à s'auto-censurer, voilà, de peur de perdre des subventions, et c'est assez généralisé. Moi, je suis déléguée régionale de l'association de protection des animaux sauvages. On n'a pas un gros budget, mais on est indépendant, et ça nous permet d'attaquer l'État dans un certain nombre de situations, ce que ne peuvent pas toutes les associations. Donc sur le programme européen LIFE, il existe toujours. Il y a aujourd'hui, au moment où on parle de l'argent de LIFE qui va concrètement aider des associations, y compris ici en Normandie, il y a une partie des projets de la Ligue de protection des oiseaux qui peuvent se réaliser grâce au financement du programme LIFE, justement parce qu'on a réussi à le préserver. Donc il est préservé jusqu'en 2027 inclus. En fait, on a un système de fonctionnement au niveau du budget européen sur des périodes de 7 ans. Donc là, on est à la fin de la période 2021-2027.
Et donc là, on est en train de négocier une nouvelle période, 2028-2034. Et pour nous, sociodémocrates, mais aussi pour nos alliés écologistes, c'est une des priorités dans ce budget-là, c'est le financement de l'action pour le climat, de la biodiversité, et du coup, évidemment aussi le maintien du programme LIFE, parce qu'il est déjà bien connu et bien appréhendé par beaucoup d'acteurs partout en Europe. Un des enjeux qui est justement permis par ce programme, c'est le financement des frais de fonctionnement. Et ça, c'est hyper important pour les associations. Je le dis entre parenthèses, c'est hyper important pour la recherche scientifique aussi. Parce que quand on n'a que des financements par projet qui durent parfois 1 an, parfois 3 ans, c'est très compliqué de gérer. Et je veux dire, moi, quand j'étais directeur de recherche, je passais au moins un tiers, voire la moitié de mon temps à remplir des dossiers, quoi. Parce qu'il fallait toujours demander X centaines de milliers d'euros par-ci, X par-là, sur des périodes assez courtes. Donc nous, ce qu'on défend, c'est vraiment une logique où on permet d'avoir des frais de fonctionnement qui sont financés dans la durée pour les associations, mais aussi pour la recherche scientifique, et sur des périodes beaucoup plus longues, 3 ans, 5 ans, de manière à ce que les associations puissent aussi penser sur ce moyen terme et faire les investissements nécessaires pour recruter les gens dont on a besoin, qui doivent avoir les bonnes compétences, etc. Donc ça, c'est un combat continu et qu'on mène. Et sur le budget européen, pour l'instant, la droite et l'extrême droite n'arrivent pas à faire alliance, parce que, par exemple, l'extrême droite est contre la recherche, contre le cancer. Bon, bref. Mais ils sont contre l'Europe, y compris quand l'Europe finance la recherche contre le cancer. Et heureusement, il y a encore des médecins à droite qui pensent quand même que la recherche contre le cancer, c'est plutôt une bonne idée. Non, mais on en est là, hein, malheureusement, dans la qualité du débat. Et donc, sur le budget de l'Union européenne, la droite a absolument besoin de nous. Et donc, on est capable de poser nos conditions. Et du coup, le financement de la biodiversité, du climat, des associations et des centres de recherche, c'est un des éléments qui est une condition non négociable pour nous. Donc, on obtiendra au moins partiellement gain de cause. Alors, les budgets, on est en train de les négocier. Je veux pas... je vais vérifier avant de vous dire une bêtise, parce que je peux confondre entre les différentes lignes budgétaires. Mais on est en milliards d'euros. Ouais. Vous n'hésitez pas, vous écrivez à l'association, vous trouvez les flyers, on retransmettra aux assistants parlementaires. Il reste quelques secondes, voire presque 1 minute 30. Si quelqu'un veut poser une autre question, n'hésitez pas. Oui, madame. 1 minute, une question courte. L'intervenant suivant. J'espère que la réponse sera un peu plus longue. Je m'appelle Sylvie, je suis citoyenne de Sotteville-lès-Rouen. À ce titre, je me pose la question comment vous faites pour défendre les populations en France, par exemple, qui se défendent quand on leur vole de l'eau, ou quand on leur vole leurs terres, ou quand on leur impose des projets faramineux, etc. Comment faites-vous pour les défendre ? Merci Sylvie. À chaque fois, je pense à Sotteville. En fait, c'est le premier moment de ma vie où j'ai fait un discours politique. Donc ça m'a fait... Pardon. Ok, d'accord. J'aime beaucoup Sotteville. Pour répondre à la question est hyper vaste. Donc, de manière très grande, très, très vaste. Et donc, du coup, la première action qu'on a, c'est sur le foncier, sur qui possède la terre. Et donc, par exemple, nous, je prends juste la question des forêts, par exemple. Aujourd'hui, c'est assez peu connu, mais les 3/4 des forêts françaises sont détenues par des acteurs privés. On a à peine un quart qui est détenu par l'organisme national des forêts, l'ONF, qui est l'acteur public. Donc là, clairement, c'est des biens communs. Il faut qu'on soit capable que l'État détienne directement le foncier ou qu'on passe par les collectivités locales. Et par exemple, ce qui est fait à la métropole de Rouen, on en parlait il y a quelques heures, est hyper positif pour réacquérir du foncier et pouvoir faire en sorte que, par exemple, une partie de la ceinture autour de Rouen devienne une ceinture verte pour qu'on puisse y produire de la nourriture et que les Rouennaises et les Rouennais puissent le faire eux-mêmes. Et après, il y a un enjeu plus de mise en œuvre du droit. Et moi, ça fait plus d'1 an que je me bats aux côtés de l'Office français de la biodiversité, qui est la police de l'environnement, et qui sont les gens qui, concrètement, sur le terrain, font respecter la loi pour que les braconniers soient capturés et arrêtent de braconner, pour être capable aussi de faire en sorte que les pollueurs soient tout simplement chopés par la police et qu'ensuite, du coup, ils puissent être condamnés de manière à ne pas continuer. Oui.
veux répondre quand même Assez rapidement, parce que je pense que ça va dépasser. Donc, un petit mot en 15 secondes sur un concept peut-être, mais si tu veux, je passe la parole. Bon, désolé, je vais être trop court dans ma réponse, mais ce qu'on fait, nous, en tant qu'élus, c'est d'être évidemment en soutien. Donc ça va évidemment par notre capacité à mobiliser soit le gouvernement, soit la Commission européenne, notamment pour le respect des droits humains et le respect des droits de manifester, qui est garanti par le droit européen. Et après, ce qu'on fait nous-mêmes en allant soi-même. Donc moi, j'étais sur un piquet de grève à Lisieux, par exemple, ce qui est une manière d'être aux côtés des gens qui se battent pour nos droits. Merci beaucoup. Je vais donc maintenant donner la parole à notre vrai local de l'étape. Parce que là, Florence Herouin-Léautey est députée de la première circonscription, la circonscription de Rouen. On est en chaîne courte pour la petite blague. En chaîne courte, en circuit court, local, bio presque. Bonsoir à toutes et tous. Merci Effet de Serre, merci FNE d'organiser ce temps de débat et d'échange sur un sujet qui est, je crois, crucial pour la démocratie, parce que les associations telles qu'elles ont été rendues possibles et construites par la loi de 1901, qui a permis quelque chose qui était illégal auparavant aux citoyens de se réunir pour partager une cause, pour défendre une cause, mais en tout cas pour agir ensemble. Cette vitalité associative, parce qu'il reste de la vitalité associative, elle n'est pas encore complètement étouffée, loin s'en faut. Il y a aussi des chiffres, il y a des chiffres qui sont inquiétants et d'autres qui nous permettent quand même de nous rassurer sur notre vitalité associative. Je suis députée depuis pas encore 2 ans. Je siège dans la commission des affaires culturelles et de l'éducation et j'ai eu l'honneur de rendre par 2 fois l'avis budgétaire de la commission sur le budget jeunesse et vie associative. Donc je l'ai de manière thématique anglais de manière différente en 2024 et 2025 pour les budgets 25 et 26. Mais néanmoins, ça a permis quand même chaque année de passer un peu au scope où en était notre tissu associatif, d'avoir des échanges avec notamment le mouvement associatif et l'occasion, si vous ne l'avez pas vu passer, mais de saluer l'élection de Claire Toury, qui était présidente du mouvement associatif, qui vient d'être élue présidente du CESE, une instance qui a été menacée par les forces de droite et d'extrême droite, pas plus tard que sur le budget de cette année. Institution qui participe, elle aussi, de la vie démocratique. Moi, je crois beaucoup à la nécessité d'avoir dans notre société, pour faire vivre la démocratie, des forces, des contre-pouvoirs, des personnes qui soient mobilisées, avec lesquelles on n'est pas toujours d'accord. Mais c'est ça, précisément, faire vivre la démocratie, c'est ne pas toujours être d'accord. C'est savoir trouver des points de convergence, parfois affirmer des points de divergence, mais savoir s'écouter, savoir débattre, et puis contribuer aussi, et dans ce que vient de nous expliquer Thomas, c'est extrêmement important, savoir aussi situer et resituer le fait scientifique. Le fait scientifique, qui est attaqué, et on le voit à l'échelle internationale, par toutes les forces d'extrême droite, de Trump à Mélanie, en passant par Orban et j'en passe, c'est une entreprise à elle-même qui anime les responsables politiques internationaux et en liaison avec tous ces détenteurs de plateformes, les GAFAM, l'audiovisuel, un certain nombre de médias qui contribuent à diffuser des fake news, H24, puisque maintenant on a la chance d'avoir ces chaînes d'information en continu, voilà, moi je m'astreins régulièrement à écouter, pas longtemps, mais un peu, pour comprendre ce que les gens entendent et comprendre un certain nombre d'interpellations qui me sont faites. Et y compris pour travailler l'argumentaire, pour pouvoir apporter la contradiction, pas une contradiction idéologique, mais une contradiction factuelle. Et en ça, un certain nombre d'associations, et notamment les associations environnementales, apportent dans le débat
des éléments tout à fait factuels, tout à fait objectivés, que certains ne veulent pas entendre, mais ça c'est autre chose. Mais c'est important que nos citoyens, et là les chiffres que tu nous as montrés, Guillaume, tout à l'heure, sont, je trouve, absolument rassurants sur la compréhension qu'ont les électeurs, quel que soit leur bord politique, de ce qui se passe dans le monde, et ici, en termes de dérèglement climatique, d'inadaptation. La réponse de l'État n'est pas suffisante. Ça crée d'ailleurs une forme de défaitisme de la part d'un certain nombre de citoyens qui considèrent que, bon gré mal gré, il va falloir qu'ils s'adaptent comme ça, parce que de toute façon, il n'y a pas de réponse à l'échelle. Et des réponses à l'échelle, typiquement, on peut en trouver grâce à l'Europe. Alors, je digresse là, je crois, donc je vais me recentrer sur les associations. Quand j'ai rendu les rapports pour avis budgétaire, un des chiffres qui m'a le plus marqué, c'est la baisse continuelle de la part des subventions dans le budget de fonctionnement des associations. Ces dernières années, c'est une baisse de 41%. Qu'est-ce que ça produit ? Alors on nous dit que c'est parce que l'Europe, ayant placé les associations dans le champ marchand, il faut qu'elles passent par des appels à projets pour aller chercher les subsides. Qu'est-ce que ça produit ? Ça produit un temps de travail incompressible pour aller chercher les appels à projets, les repérer et faire rentrer les projets dedans. Moi j'ai même entendu, c'est bon, j'ai réussi à faire rentrer les publics dans l'appel à projets. Mais quand on raisonne de cette manière, quand on impose aux associations de raisonner de cette manière, on va à l'envers de ce que doit susciter la vie associative. La vie associative, elle est là pour mettre des individus en mouvement, pour leur permettre de créer du projet et d'avoir pour ça des financements un peu garantis. Ça se négocie, on peut être sur des conventions pluriannuelles pour apporter de la stabilité, de la visibilité, du temps long aussi, parce que bien des projets nécessitent du temps long, et ce fonctionnement itératif par appel à projet morcelle les choses, détourne un certain nombre des professionnels, parce qu'ils sont quand même 2 millions à travailler dans nos associations en France, détournent de leur mission première, qui est l'objet de l'association, qui est l'accompagnement des publics, qui est la construction du projet avec les publics, les détournent vers des tâches administratives sur lesquelles il y a parfois de la perte de motivation, qui crée du turnover dans les associations et qui rajoute de l'instabilité à l'instabilité. Donc tout ça, c'est des facteurs qu'on sait identifier aujourd'hui, que les associations dans leur ensemble ont identifié. C'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et donc on a un certain nombre de facteurs qui, mis bout à bout, contribuent à étouffer la vie associative. Claire Toury avait écrit un ouvrage qui nommait les associations le poumon démocratique. Je crois que les associations sont un poumon démocratique utile. Le politique fait vivre la démocratie d'une certaine manière, avec des institutions, avec des règles. Les associations le font vivre d'une autre manière. Mais au bout du bout, c'est de l'engagement, c'est des citoyens qui sont actifs, et ça, c'est la démocratie. Or, le mode de fonctionnement tend à amoindrir la force de mobilisation. Et ça, c'est inquiétant. Le CER, le contrat d'engagement républicain qui est entré dans la loi, il y a... je ne vais pas savoir dire, alors je ne vais pas dire. Voilà. Mais c'est assez récent. Mais ce contrat d'engagement républicain, qui est pas un contrat, parce qu'un contrat, il engage les deux parties. Là, le contrat d'engagement républicain ne pose des obligations que sur les associations et porte un regard suspect sur les associations. On est loin de la relation de confiance qui devrait prévaloir dans la relation de l'État à ses citoyens et donc de ses associations. Il y a une suspicion de non-application des principes républicains dans les associations. Je trouve ça extrêmement malsain. On est en train de travailler là à regarder comment on peut déposer une PPL pour supprimer ce contrat d'engagement républicain, parce qu'il a aussi crispé. Tu l'as déjà fait.
Eh ben, on va faire l'écho. Bah voilà. Mais je crois qu'à l'Assemblée, c'est pas fait encore. Donc oui, on va s'en saisir, on va s'inspirer alors. Donc c'est voilà. Ce contrat d'engagement républicain, il est inquiétant. Enfin, il va à rebours de ce qu'est la vie démocratique associative. Il porte une attaque aux libertés associatives. Et puis, c'est pas les seules attaques. On a eu récemment, là aussi, et ça a été gagné au tribunal administratif à Poitiers, Alternatiba, pour qui Poitiers, le Grand Poitiers avait délivré des associations, qui a été attaqué par le préfet, qui a demandé aux collectivités de ne pas donner, de supprimer les subventions au motif que dans les événementiels d'Alternatiba, il y avait des ateliers de désobéissance civile. Bon, ben ça c'est une nouvelle attaque portée à la liberté associative, mais ça a été attaqué au TA. Et le TA a donné raison aux collectivités et Alternatiba a pu recevoir ces subventions. Tout ça pour vous dire qu'il faut qu'on soit collectivement extrêmement vigilants, qu'il y a un certain nombre de principes et de valeurs républicains qui nous rassemblent, que la vie associative, c'est gai, c'est joyeux, ça produit plein de bonnes choses. Ça peut être des galères, ça peut être des situations difficiles à gérer. On le voit, y compris à Rouen, sur l'accompagnement des migrants, par exemple. Mais il se passe néanmoins, autour de ces situations extrêmement difficiles, plein de belles choses, plein de rencontres qui, sans ces situations difficiles, ne se seraient pas créées. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir de la vie associative, qu'on la défende et qu'on travaille avec le Parlement européen pour lever un certain nombre de carcans dans lesquels on les a enfermés. Voilà. Un léger dépassement, mais dans le milieu associatif, nous savons être tolérants avec les temps de parole, contrairement aux institutionnels qui sont toujours très rigoureux sur le sujet quand il s'agit des autres. Petite blague au passage. Alors, on va manger un petit peu sur le temps de questions, mais c'est vrai qu'en institutionnel, quand les associatifs prennent la parole, il faut toujours qu'on fasse court, rapide, concis, etc. Donc, mais c'est ainsi va la vie. On va prendre que une ou deux questions parce que Madame la députée a légèrement dépassé, donc. Bah non, mais sinon, je suis désolé, on doit rendre la salle à 21h. Donc ça, c'est incompressible, il y a un salarié qui est là et il faut respecter le travail du salarié jusqu'à 21h. Alors, Madame. Bonjour. Alors, moi, c'est Alice d'Abbesse France, donc Agir pour le vivant et les espèces sauvages. On est une asso rouennaise et on agit à l'échelle nationale. Nous, on a un petit problème justement avec la démocratie et le fonctionnement démocratique. Donc nous, on défend en ce moment, depuis 2019, les blaireaux. Ça peut porter à rire, mais c'est très sérieux comme sujet. Les blaireaux. Les blaireaux, en fait, c'est des animaux qui sont victimes d'une chasse que nous, on trouve abusive. En fait, nous, on attaque les périodes complémentaires, donc les périodes qui sont du 15 mai au 15 septembre. C'est des sortes de rallongement de la période de chasse pour les blaireaux. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, en fait, il y a les petits qui sont encore dans les terriers et ils sont chassés, de manière indifférenciée des adultes. Et donc, ça porte atteinte à l'espèce et c'est aussi contraire au Code de l'environnement. Il y a l'article L424-10 qui interdit de tuer les bébés mammifères. Donc nous, on fait un travail de fourmi, on va chercher toutes les préfectures qui déposent des arrêtés, très souvent avec les fédérations de chasse, et on va contester ces arrêtés donc, au tribunal administratif. En Indre, en 2024, donc on a obtenu une victoire, mais le ministère de la Transition écologique a fait appel de notre victoire. Donc c'est passé donc, à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, où on a de nouveau gagné. Donc le tribunal de Bordeaux a bien dit que cette méthode de chasse portait atteinte donc, à l'espèce et qu'il ne fallait pas tuer les petits blaireaux. Le ministère de la Transition écologique, qui est notre ministère de tutelle, refait appel. Donc si le dossier passe, donc, il passera au Conseil d'État. Et donc là, on a peu de chances de... la méthode de chasse, c'est la vannerie sous terre ou l'éthérage. Il y a un lobbying. Et en fait, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que nous, on voit au quotidien. Où, c'est trop long pour que j'en parle, mais
ces exemples-là, là, c'est celui qu'on vit actuellement. Mais du coup, ma question, c'est en fait, qu'est-ce que vous, en tant que parlementaire, aujourd'hui, pouvez faire pour nous défendre? Parce que nous, au-delà de nous user aussi physiquement, c'est aussi un épuisement économique. Et voilà, enfin, on n'est pas démoralisé, mais... Allez-y, assez court, et vous prendrez les 2 questions à la fois. Oui, on se rejoint parce qu'on travaille ensemble régulièrement. En fait, le CER, c'est non seulement un problème de financement, mais c'est aussi, ils peuvent retirer l'agrément. Et je le vois parce que avec Canopée Forêt Vivante, on est menacé de retrait d'agrément. Parce on dérange, on conteste la manière dont sont gérées les forêts. Donc on voit bien que là, c'est même l'existence même des associations qui est menacée. Hein. C'est assez grave. Sans parler des procédures bâillons, parce que là on parle de procédures, mais une association qui est constamment attaquée dépense des frais de justice considérables. Ça s'appelle la procédure bâillon. Hein. Ça somme de procédures. Merci. D'ailleurs, je signale au passage que notre association, Effet de serre toi-même, a perdu son agrément préfectoral au moment où nous nous sommes engagés contre la 133 à 134 en 2018. Mais ils vont pouvoir vous le rendre, puisque ce projet est enterré. Non, mais rapidement, sur votre situation particulière, dont à Rouen, je n'avais entendu pas encore parler, on peut se revoir, en échanger, et puis voir... Non, mais si vous êtes ici, on peut se revoir, c'est ça que je vous dis, on ne va pas régler ça maintenant. Et puis, sur tout ce que vous avez décrit, qui vient entraver la vie associative, je partage, hein, bien sûr. Bien sûr, mais le contrat d'engagement républicain, à lui seul, est tellement symbolique de la volonté de l'État de vouloir contrôler. Les associations, elles ne sont pas là. Je crois, moi je l'ai répondu à l'extrême droite qui, cette année, en commission, avait simplement déposé des amendements de suppression pour toutes les lignes budgétaires associatives. Supprimer. Mais parce que les associations défendent aussi des causes, sont mobilisées sur des sujets qui ne vont pas dans le sens du projet politique de l'extrême droite. Et d'ailleurs, des associations sont mobilisées de manière tout à fait assumée contre l'extrême droite. Bon, le Rassemblement national se reconnaît dans ces cas-là. Donc on n'a pas complètement visé faux, c'est une première chose. S'ils se sentent visés, mais les associations ne sont pas là, je le redis, pour être à la botte d'un pouvoir, quel qu'il soit. Et ce contrat d'engagement républicain, à l'aune de 2027, moi, me semble extrêmement dangereux, notamment si l'extrême droite arrivait au pouvoir. Merci. Alors, je vais changer la diapo pour essayer et faire un petit commentaire parce que je suis très heureux d'accueillir Thomas Dessus, qui représente le Sénat ce soir, mais qui est et je le remercie parce que au départ nous devions avoir un autre local de l'étape qui en la personne de David Cormand, mais qui est parti en Martinique. Je le signale pour travailler au cas où il y ait la moindre confusion possible, tout de même. Et donc je suis très heureux d'accueillir Thomas Dessous qui va se présenter. Merci, effectivement, Thomas Dossu, donc sénateur écologiste du Rhône. Moi, j'ai été élu en 2020 et un des premiers textes sur lequel on a dû travailler, c'est le texte qui a mis en place ce contrat d'engagement républicain, qui est le texte dit séparatisme, qui était un texte visant à empêcher, en tout cas à essayer de limiter les associations séparatistes, mais tout ceci englobe des choses qui sont tellement larges qu'en fait, la cible principale a vite dévié sur autre chose. Et d'ailleurs, le contrat d'engagement républicain est un outil qui a servi à retirer des subventions à des associations écolos, au planning familial ou à d'autres associations. En réalité, l'offensive contre les associations qui est menée au niveau européen, elle est menée dans tous les pays par la droite et l'extrême droite. Nous, au Sénat, il y a très peu de parlementaires d'extrême droite. Il y en a 4, je crois, en ce moment. Bon, il y en aura peut-être plus en septembre, mais pour l'instant, il y en a 4. Mais il y a un groupe LR énorme, qui était dirigé pendant très longtemps par Bruno Retailleau. Et donc, ils n'ont pas besoin de parlementaires d'extrême droite, puisqu'ils sont déjà dans une logique qui mène forcément aux outils répressifs que l'extrême droite
aimeraient bien mettre en place, et ils en ont mis. Donc le contrat d'engagement républicain en est un. Pourquoi c'est un outil répressif? C'est un outil administratif. C'est-à-dire que vous avez un papier à signer assez vague en réalité, qui vous demande de respecter la loi et de respecter les valeurs de la République. Et ensuite, le préfet peut interpréter l'activité de votre association comme contraire à ce que vous avez signé, et donc vous supprimez vos subventions. Et donc c'est un outil administratif très pratique pour museler un certain nombre d'associations. Et il ne faut pas s'y tromper. Les associations qui sont visées, il n'y en a que sur 3 ou 4 thématiques. L'aide aux exilés, c'est des associations qui sont extrêmement attaquées par ce genre d'outils. Les associations écolo, poil à gratter, celles qui empêchent un modèle de tourner en rond, notamment la défense du vivant, donc des animaux. L214 est très souvent attaquée. Les associations sur la santé reproductive, et puis les associations communautaires musulmanes qui ont été très attaquées par ces outils administratifs, qui ont été la cible première, qui a servi par avant pour ensuite attaquer l'ensemble des associations, on va dire, urticantes pour un système qui a envie de tourner en rond. Donc c'est un outil qui a été mis en place. Il n'y a pas que celui-ci. Il y a dans la loi séparatisme un élargissement des outils de dissolution des associations pour permettre la dissolution, et on l'a vu avec la tentative de dissolution des soulèvements de la terre, des associations qui luttent pour le vivant, avec donc cet outil d'élargissement. Il suffit de provoquer à une atteinte au bien, par exemple, ce qui avant n'était pas possible. Avant, il fallait directement commettre cette attaque au bien pour être dissous. Maintenant, la formulation est tellement vague qu'on peut dissoudre des associations qui sont effectivement dans des modes d'engagement parfois plus engagés, mais comme on l'a vu avec le Conseil d'État pour les soulèvements de la terre, c'est parfois disproportionné, comme ça a été cité. Donc on a une vague de mise sous pression du mouvement associatif militant principalement, il faut se le dire aussi, c'est pas, même si à travers les outils pour lutter contre l'entrisme, parfois ils attaquent quelques clubs de sport parce que certains prient dans un gymnase, bon, ça existe, c'est assez parfois dur à vivre, mais la plupart des associations qui sont visées, c'est les associations militantes. Et donc moi au Sénat, on a vu monter cette vague anti-associative à travers ces outils-là, mais aussi à travers l'envie de supprimer le droit de faire des déductions fiscales. Par exemple, à tous les budgets, désormais, on a des amendements de la droite qui nous disent les associations qui ont été condamnées ou qui ont un militant qui se serait introduit dans une centrale ou dans une exploitation, dans un élevage, par exemple, devraient perdre leur agrément. On les a battus à chaque fois parce qu'il y a encore un attachement de la majorité de sénateurs aux libertés associatives. Mais à chaque fois, ils reviennent, et à chaque fois, ils font de plus en plus de voix. Et donc, c'est compliqué. Une fois, on l'a battu parce qu'on leur a expliqué que les associations les plus condamnées, notamment en milieu rural, ce sont les fédérations de chasse. Donc, ils ont compris que là, il y avait peut-être un sujet par rapport à leur électorat d'avoir quelques ennuis si on commençait à retirer la possibilité à certaines associations de chasseurs de faire de la déduction fiscale. Donc, il y a ces outils financiers qui font peser une menace sur la liberté associative, des outils administratifs qui sont extrêmement graves et qui nourrissent on a vu monter la criminalisation du militantisme. Moi, je ne m'attendais pas, en étant élu sénateur, d'aller visiter des militants écologistes des soulèvements de la terre enfermés au 4e sous-sol de la section antiterroriste à Levallois-Perret. Il y a des militants écologistes qui ont été mis en garde à vue par la sous-direction antiterroriste parce que c'est un outil maintenant qu'on peut utiliser pour mettre la pression au mouvement. Ces gens sont sortis de garde à vue sans poursuite ensuite, mais ils ont été mis sous pression par la police antiterroriste pour bien montrer, c'était au moment où Darmanin voulait vraiment dissoudre les soulèvements avec l'écoterrorisme, etc. Donc on a utilisé tout l'arsenal policier pour mettre la pression au mouvement associatif et aux militants, notamment des soulèvements de la terre. Donc on voit bien qu'il y a une pression qui est mise sur le militantisme en France, et ça c'est revenu, alors je ne sais pas comment ça s'est passé à Rouen, mais dans plein de campagnes municipales, la droite attaquait les subventions qui étaient souvent distribuées par les mairies de gauche, notamment à SOS Méditerranée ou à d'autres associations d'aide aux personnes exilées. C'est revenu à chaque fois, et une des premières mesures que la droite prend quand elle arrive au pouvoir, c'est de supprimer un certain nombre de subventions. Nous, on le voit à la métropole de Lyon en ce moment, où des subventions sont en train de tomber à la chaîne. Donc il y a une pression contre ces associations
qui monte, qui prend de plus en plus de place dans le débat public. Je pense que notre rôle, nous, en tout cas, dans la diversité de la gauche qu'on représente ici, c'est que si un jour on revient au pouvoir, abroger le contrat d'engagement républicain, remettre à sa juste place la subvention comme outil pour les associations, comme outil de financement pour avoir des financements pérennes, essayer de construire des financements sur plusieurs années pour avoir un peu de souple, pour des flexibilités pour les institutions notamment locales dans leur coopération avec les collectivités. Donc on a besoin de construire des dispositifs de renforcement de ce que tu as appelé, en tout cas de ce que Claire Toury appelle le poumon démocratique. On en a vraiment besoin, mais aujourd'hui, ce qu'on doit combattre, ce sont tous les outils de mise sous pression du militantisme associatif en France. Voilà. Alors, il se trouve qu'en plus, j'ai été mis en garde à vue sur le Festival des bâtons dans les routes, au nom des Faits de Serre toi-même, en tant que responsable légal de l'association. Donc on est passé par là, et je souscris complètement à cette idée de convention de fonctionnement qui permettrait aux associations d'éviter de remplir des appels à projets quasi annuels. Le raisonnement vaut aussi pour les collectivités locales, parce que aujourd'hui, il y a de très très peu de financement sur le fonctionnement. On est obligé de faire des appels à subventions sur des projets spécifiques. Donc nous avons largement le temps de ces questions pour monsieur le sénateur Dossus, qui se sent une âme sénatoriale. Ah, c'est ça, c'est... Je l'avais... Il n'y a pas de concurrence au Sénat. C'est... Oui, Sarah, je t'en prie. Bonsoir, ça fonctionne? Oui. Je m'appelle Sarah, je suis salariée de FNE Normandie et je voudrais revenir sur c'était plutôt l'intervention de Madame Elmoin-Minotet, mais sur la participation des associations au débat démocratique, notamment par le biais des représentations et des sièges en instance de dialogue participatif. Il existe énormément de commissions et de comités au niveau national jusqu'au niveau de la collectivité territoriale qui regroupent un certain nombre d'acteurs professionnels, politiques et associatifs où on discute de beaucoup de sujets et notamment sur l'environnement, donc ça fait partie intégrante de la démocratie citoyenne. Et les associations sont énormément sollicitées pour faire partie de toutes ces commissions. Il y en a vraiment beaucoup, et parfois c'est tous les mois, parfois c'est tous les 6 mois, ça dépend. Et voilà, il y a dans toutes ces commissions un collège société civile, un collège associatif. Il faut que les administrations ont besoin des associations pour siéger, parce que sinon la commission ne remplit pas son rôle. Mais il y a un vrai déséquilibre, et notamment sur la question des financements. Parce que tous les autres acteurs qui participent à ces commissions sont soit des salariés, des fonctionnaires de la préfecture ou de la région ou autres, soit des salariés des entreprises qui sont représentées, comme les entreprises de l'agriculture, du bâtiment ou de l'énergie selon le sujet de la commission. Mais les associations participent à titre bénévole et il n'y a pas de budget réservé ne serait-ce qu'à la coordination et l'organisation de toutes ces représentations. Il n'y a pas non plus de budget pour la prise en charge des frais, par exemple. Est-ce que à l'Assemblée, au Sénat ou même au niveau de l'Union européenne, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte, connu, et est-ce que c'est un sujet quand on parle des financements envers les associations? Merci pour la question. Alors, oui, on va laisser Thomas Dossus répondre parce que sinon on casse la règle. Non, mais... Très rapidement, c'est très important ce que vous dites, le sujet
des contre-pouvoirs et de leur autonomie dans la façon qu'on organise aujourd'hui les concertations ou la façon dont on intègre la société civile dans nos prises de décision, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, par exemple, les CESER, les conseils environnementaux, économiques, sociaux, environnementaux régionaux sont menacés. Le CESE est très menacé. Et d'ailleurs, quand Claire Coury a été élue présidente du CESE, on lui a reproché de cachetonner au CESE parce que c'est scandaleux que les sociétés soient rémunérées pour ce qu'ils font. Bref, en tout cas, c'est un sujet extrêmement important à soulever. L'enjeu maintenant, il est aussi que ces instances servent à quelque chose. Parce que moi, j'ai aussi beaucoup de retours d'une instrumentalisation de la société civile. J'avais travaillé un peu ici dans la région avec l'association des victimes de Grisol, qui avait l'impression parfois de pisser un peu dans un violon, pour le dire vulgairement, dans tout un tas de concertations qui ont eu lieu, qui n'ont pas abouti à grand-chose en réalité sur leur sujet. Et donc le sujet, il est aussi là, il est aussi que ce ne soit pas le gage, le petit sticker qu'on met sur la présentation, le rapport d'activité à la fin de la réunion de concertation. Donc tout est à travailler. Après, non, il n'y a pas encore de débat sur comment on finance tout ça. Je pense que les sociétés ont un rôle à jouer. Peut-être que nous, au Sénat, on doit s'en emparer. Mais en tout cas, effectivement, c'est extrêmement important que l'expertise citoyenne soit reconnue aussi. Désolé, on a un autre invité surprise qui s'appelle Monsieur Larsen, hein, mais il y a un petit Larsen pénible. Je disais donc, je représente une association qui s'appelle l'UFC Que Choisir Rouen, mais qui s'appelle maintenant Que Choisir Ensemble Rouen. Je reviens sur ce que vient de dire Sarah.